Moi, je viens ici aujourd'hui pour présenter un peu les recherches que j'avais fait l'an dernier dans le cadre de mon mémoire, dans le cadre de mon master plutôt, et pour faire un peu une passerelle entre les recherches que j'ai fait l'an dernier et ce que ça m'apporte cette année dans ma pratique enseignante, dans une classe où il n'y a pas de, où je n'ai pas d'élèves qui sont en situation de, enfin si, il y en a qui sont en situation de bilinguisme, mais pas d'arrivée comme ça d'enfants allophones. Mais comment est-ce que ça peut me servir quand même dans la pratique quotidienne. Du coup, j'ai fait un petit plan rapide de ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter mes recherches, je vais vous parler de l'étude de cas que j'ai faite sur un élève que j'avais l'an dernier en petite section, euh, vous parler de ce qu'il en est un an plus tard, comment j'applique ça à ma pratique enseignante quotidienne, et puis ce que j'ai mis en place dans ma classe concrètement par rapport à mes recherches l'an dernier. Du coup, je vous ai mis les mots-clés qui avaient été dans ma première page de mémoire, donc enseignement, parce que je partais quand même d'une vision professionnelle. Euh, j'avais quand même un très gros corpus théorique, mais ce qui m'intéressait avant tout, c'était quand même l'aspect professionnel. Comment est-ce qu'on peut vraiment appliquer la recherche dans les classes? Parce que c'était important pour moi de me détacher assez rapidement des livres, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire avancer les choses dans les classes. Mince. L'acquisition langagière, bien sûr, le bilinguisme, les interactions, comment les interactions, elles construisent le bilinguisme, etc. Les variations langagières, la construction identitaire et le métissage. Donc à la base, les recherches que... L'angle d'attaque de mes recherches, c'était à partir de l'identité et du métissage. Donc j'ai fait les choses un peu à l'envers, parce que j'avais décidé de m'intéresser à ces sujets après un stage en clean, enfin c'est plus clean maintenant, mais enfin j'étais en UPE2A auprès d'une classe où il n'y avait que des Roms. Et donc la grosse question que je me posais, c'était surtout ces questions identitaires, parce que c'est très prégnant chez ces élèves-là qui sont itinérants, en fait, qui ont pays en pays. Du coup, ils ont une identité à eux qui est très importante parce qu'ils sont souvent en communauté. Et du coup, ils essayent de garder ça, c'est très important pour eux. Et en même temps, ils prennent un peu de chaque pays où ils vont. Et ça donne aussi, d'un point de vue langagier, une construction qui est un peu fouillie pour eux, qui est un peu fouillie pour nous, enseignants, quand on les entend parler. Et ça change, je pense, ça a changé aussi un peu leur façon de penser, d'approcher les choses autour d'eux, d'approcher leur relation avec les autres, leur relation avec la langue, avec les langues qu'ils parlent. Et à partir de ça, j'ai changé de classe l'année suivante et donc j'ai fait les recherches sur un autre sujet, donc un élève de petite section dans le 3e arrondissement de Lyon qui était arrivé en France juste avant la rentrée. Et du coup, j'ai dû retourner un peu la question parce que les problématiques n'étaient forcément pas les mêmes pour un élève né du Portugal. Donc les problématiques ne sont pas les mêmes pour un enfant qui arrive du Portugal avec ses deux parents qui travaillent, qui viennent s'installer en France définitivement et qui rentrent aussi à l'école pour la première fois. Donc du coup j'ai dû prendre le problème un peu à l'envers de ce que j'avais fait l'année précédente, mais ça a été très riche quand même. Je pense que ça a vraiment enrichi la façon dont j'ai approché ma problématique. D'ailleurs la problématique, je crois que je l'avais mis dans le mail. Mais c'était, pour ceux qui l'ont plus en tête, le rôle des interactions dans le processus de construction langagière et d'une identité d'élève bilingue à l'école maternelle. Du coup, voilà, j'avais voulu réunir quand même la notion d'identité dans la construction langagière, c'était quand même mon point de départ. J'en étais déjà là? Oui. Euh, Donc, pour rentrer un peu plus concrètement dans ce que j'avais fait l'an dernier, je préfère partir directement de l'étude de cas que j'ai faite parce que ça permet de revenir sur toutes les questions que je me suis posées, les hypothèses et les analyses derrière. Donc, comme je disais, c'était un élève de 3 ans quand il est arrivé dans ma classe, portugais, ses deux parents portugais, le père parlait français, la mère pas du tout en arrivant. Euh, Lui, en arrivant en France, ne parlait pas non plus français. Il est arrivé dans la classe, il ne parlait pas du tout la langue.
Mais c'était pas vraiment un problème parce qu'encore une fois, en petite section, même les élèves français arrivent à l'école et apprennent encore aussi à parler le français, à rentrer dans les interactions. Donc ça a été quand même une année assez facile. Ça a été pour lui assez simple de rentrer dans la langue de scolarisation par la petite section parce que tous les élèves rencontrent un petit peu le même genre de problématique quand ils arrivent à l'école à 3 ans. Donc l'environnement, c'était dans une classe dans le 3e arrondissement de Lyon, une toute petite école, juste maternelle. Je complétais la directrice de l'école, donc j'étais là un jour par semaine. C'était dans le cadre de la formation et du concours qui avait été un peu exceptionnel il y a 2 ans de ça, où on avait une classe un jour par semaine. Donc le milieu était complètement différent, encore une fois, de ce que j'avais pu voir l'année d'avant, ce qui m'a obligée, comme je disais, à changer un peu mon fusil d'épaule par rapport aux recherches. Et donc ce que j'ai voulu faire avec cet élève tout de suite, c'était des enregistrements un peu bruts comme ça, sans avoir une question préalable. Donc j'ai fait des premiers enregistrements qui ont ensuite amené à plusieurs questionnements. Et ce qui a été le plus frappant dès le début avec cet élève, c'est il s'était rapproché d'un autre élève qui, lui, ne parlait quasiment pas, et un élève français, qui ne parlait quasiment pas, et tous les deux, toute l'année, se sont suivis, donc ils étaient tout le temps ensemble, et ils sont rentrés dans le langage, tous les deux à peu près en suivant les mêmes étapes. Donc d'abord par les gestes, donc ils jouaient ensemble, enfin au début ils jouaient l'un à côté de l'autre, ensuite ils jouaient ensemble, ils communiquaient par les gestes, par des sons que moi je ne comprenais pas. Et petit à petit, ils ont commencé à parler des autres élèves aussi. Par exemple, quand d'autres élèves voulaient venir jouer avec eux, ils savaient très bien leur dire et leur faire comprendre qu'ils voulaient jouer que tous les deux. Et ensuite, tous les deux à peu près au même moment de l'année, se sont mis à parler avec les adultes de la classe, la TSEM, l'enseignante de la classe et moi aussi. Et donc ça a été la première chose que j'ai remarquée sur cet élève qui, en fait, avait besoin un peu d'un intermédiaire entre sa langue maternelle, qu'il était certainement aussi en train d'apprendre encore, parce que à 3 ans, on ne maîtrise pas sa langue, même si c'est sa langue maternelle. L'école, qui était un environnement nouveau, les adultes de l'école, qui avaient une langue maternelle différente, et en plus on parle de près d'une langue de scolarisation, le français n'est pas forcément le même à l'école qu'à la maison. Donc il y avait un peu plein de choses, je pense, qui étaient nouvelles, plein de choses nouvelles pour cet élève. Et le fait qu'il s'appuie sur un autre élève comme ça, j'ai trouvé ça très intéressant et ça a éveillé beaucoup de questions, notamment autour des alternances de langue, sur l'acquisition langagière d'un langage, que ce soit français ou un autre, la naissance du bilinguisme, parce que ce que j'en avais plus ou moins conclu, c'est qu'il n'avait pas forcément conscience d'avoir 2 langues à son actif à la fin de l'année, alors qu'il parlait, à la fin de l'année, il parlait français comme les autres élèves de la classe, et ça semblait pas très conscient pour cet élève. Ce que j'en avais conclu, c'était surtout qu'il avait pour lui plusieurs moyens de communiquer avec plusieurs personnes différentes, sans forcément avoir conscience qu'il s'adressait aux personnes avec plusieurs langues. Parce qu'il m'arrivait des fois de lui demander de parler français sans forcément qu'il se mette à parler français, et des fois il se mettait spontanément à parler français et après à me reparler portugais dans la même phrase. Donc c'était une des conclusions que j'en avais tirées sur cet élève-là. Et donc les autres questions que je m'étais posées, c'était par rapport aux constructions identitaires. Tout ce qui est identité métissée, que j'avais pu lire dans mes recherches. Et donc là, c'était un peu ce que je voulais surtout moi mettre en évidence dans mes recherches. Ça n'a pas été forcément très concluant auprès d'un élève si jeune et qui rentre si tôt dans la langue française. Peut-être ça l'aurait été un peu plus sur des élèves plus âgés,
qui arrivent à l'école française plus tard dans leur scolarisation. Mais il y avait quand même des choses que j'ai pu constater auprès de cet élève. Le fait que les rapports qu'il avait avec sa mère, qui elle lui parlait systématiquement portugais à lui et qui essayait de nous parler français. C'était pas très très clair quand même à la fin. C'est ce que moi j'essayais de voir, c'est à quel point quand on construit un bilinguisme, quand on acquiert son langage avec 2 langues conjointes, est-ce que ça a un impact sur notre construction identitaire, notamment construction identitaire d'élèves là, parce que c'était surtout ça que je cherchais à mettre en évidence quand on devient élève quand on arrive à l'école. Est-ce qu'on devient élève différemment si on arrive à l'école avec 2 langues Et voilà, c'était vraiment la question qui me tenait à cœur et celle à laquelle je n'ai pas forcément pu répondre avec cet élève-là. Je pense que j'aurais pu y répondre un peu plus avec la Clean Rome que j'avais eue l'année d'avant. Peut-être plus tard. Peut-être. Oui, je suis un peu brouillon. Les hypothèses que j'avais formulées par rapport à ces recherches, donc il y avait le bilinguisme se construit par les interactions, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le fait qu'il soit passé par un autre élève et que ce soit la communication avec cet élève qui les fait rentrer dans le langage, lui et l'autre aussi d'ailleurs, pour après parler avec d'autres élèves de la classe, d'autres adultes de l'école. Chez un élève allophone de petite section maternelle, le bilinguisme est indirectement conscient. Donc ça, c'est aussi ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait que je ne suis pas certaine que lui ait eu conscience d'avoir à son actif plusieurs langues. Les alternances de langue apparaissent progressivement lors de situations identifiées par l'élève comme étant scolaires. Donc là, il avait, surtout sur la première partie de l'année, j'avais remarqué que l'élève en question ne parlait jamais français, sauf lors des moments de classe les moments d'atelier en maternelle. Jamais, à d'autres moments de la journée, il allait parler spontanément français, parce que je pense que dans sa tête, le français, c'était aussi... il allait parler français quand c'était moi qui organisais l'activité, parce que voilà, c'était l'école. Là, à ce moment-là, c'est l'école. Alors, le matin, il y a les jeux, il y a un moment où je fais la lecture aux autres, il y a un moment où on va faire le sport... Et ça, je pense que pour lui, c'était pas du tout identifié comme un moment où c'est moi qui fais l'activité, enfin l'enseignant qui fait l'activité. Donc comme s'il avait un peu sectionné la journée sur il y a des moments où c'est l'école, c'est scolaire, le français vient naturellement. Alors tous les autres moments, c'est très difficile de le faire parler français. À la fin de l'année, c'était acquis, bien sûr. Mais sur toute une grosse partie de l'année, ça a été très très compliqué. Et c'était encore plus étonnant parce que j'avais l'impression que le français pour lui c'était pas du tout acquis, alors que sur certains moments de la journée, où là on était vraiment dans le scolaire, sur une activité définie, il se posait pas la question, c'était tout de suite il attaquait en français. Donc bien sûr avec des alternances de temps en temps parce qu'il maîtrisait pas la langue, mais bon. Le bilinguisme participe à la construction identitaire de l'élève, donc ça c'est ce que j'avais cherché un peu à mettre en évidence, qui n'avait pas été vraiment évident. La construction d'identité d'élève, oui, ça avait été bien mis en évidence parce que du début à la fin, l'enfant devient élève, donc ça on le constate bien sûr. Est-ce que je le constatais différemment chez lui que chez les autres? Je suis pas sûre. J'essayais de le chercher, donc oui, je voyais un peu des choses différentes, mais des fois quand on cherche bien, on finit par trouver. Est-ce que vraiment je l'ai trouvé? Je sais pas. Et la dernière hypothèse, c'était que l'identité est donc métissée. Je pense qu'il était un peu tôt pour le dire, chez un élève de 4 ans à la fin de l'année. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation un peu des recherches que j'avais fait l'an dernier. Et du coup... voilà, je vous avais mis un extrait de comment on appelle ça, de recueil de données que j'avais eu.
Et c'est un extrait que j'ai choisi vraiment parce que cette année, justement, je me suis un peu plus intéressée à la construction neurologique chez les enfants, sur pourquoi est-ce que tout se fait par étapes, etc. Enfin, ça c'est un peu autre chose, mais... Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font par mimétisme, et des fois, quand on est enseignant, on a tendance à pas vouloir faire comme ça parce qu'on se dit que c'est pas bien et que c'est important de faire venir les enfants, les élèves par eux-mêmes dans les apprentissages. Et, euh, et en fait, plus je creuse et plus je me rends compte que des fois, faire répéter, c'est bien aussi et qu'on apprend beaucoup de choses par mimétisme. Et du coup, j'avais sélectionné ce passage-là parce que c'était un moment de classe où on lisait un album, c'était Roule Galette. Et c'est un album qu'on avait lu déjà plusieurs fois à ce moment-là. Et ce jour-là, j'avais voulu plus l'interroger lui. Et il me répondait. Pardon, c'est un album qu'on écoutait sur CD. Ça m'aurait joué. Et il me répondait avec la même intonation, la même façon de parler que leur album. Donc il comprenait ce que je lui demandais, mais il répétait. Et au bout d'un moment, il a quand même pu répondre aux questions. Donc c'était pas tout de suite, ça c'était vraiment au début où il répétait systématiquement avec les mêmes intonations, le même ton de voix, la petite chansonnette, il répétait tout vraiment pareil que dans le CD. Et c'est seulement beaucoup plus tard qu'il a réussi à répondre aux questions en faisant sa phrase à lui. Mais il a eu besoin de passer par cette phase de répétition. Et du coup, c'est pour ça que j'avais voulu mettre ça, parce que ça rejoint un petit peu plus aussi ce à quoi j'ai pu réfléchir cette année. Donc, même si ça n'a pas c'était dans le mémoire, donc ça a un lien direct avec les recherches que j'ai faites, mais du coup, c'est des nouvelles questions que je me pose, donc c'est pour ça que je voulais mettre aussi ce passage-là. Et donc ça, c'était au milieu de l'année à peu près, le retour des vacances de Noël. Donc, je peux avancer. Donc la vision un an plus tard, j'ai quand même, quand on m'a proposé de venir ici, j'ai quand même repris contact avec l'école pour avoir des nouvelles de l'élève. Je me suis dit, ça serait bien quand même de donner un peu de nouvelles. Donc, il est en moyenne section cette année, toujours dans la même école, toujours avec le même élève avec qui il était l'an dernier. Ils sont toujours très copains, très proches. Il est très performant en classe, il est complètement rentré dans les apprentissages, il commence, apparemment, voilà, tout ce qui doit être acquis en fin de moyenne section est acquis, donc ça roule bien pour lui, c'est bien. Et il parle très bien français. J'ai eu son enseignante au téléphone et le français, ça c'est fait. Et il continue à parler portugais, c'était quand même ma grande question, savoir s'il continue à parler portugais à la maison. Et oui, parce que la maman n'a pas trouvé de travail, du coup elle reste à la maison, donc c'est toujours difficile pour elle de parler français. Donc à la maison, ça reste portugais. Mais c'est bien, parce que comme ça, il perd pas sa langue maternelle et c'est quand même... Enfin, tous autour de cette table, je pense qu'on sait que c'est important. Donc ça, c'est bien. Sur les réflexions personnelles avec une faute d'orthographe, ce qui a été bien aussi quand j'ai arrêté le mémoire, c'est que j'ai pu prendre de la distance par rapport à la théorie, par rapport à l'élève, et un petit peu laisser mes pensées voguer. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien de prendre cette distance parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je vis au quotidien, que des personnes qui sont proches de moi vivent au quotidien aussi sur ces questions de bilinguisme. Et, euh, et du coup, ça entraîne beaucoup d'autres réflexions. Par exemple, il s'avère que moi, chez moi, je parle, je parle rarement français parce que je vis avec un anglais. Du coup, c'est des choses auxquelles j'avais même pas pensé une seule fois l'an dernier, alors que c'est mon quotidien, quoi. Mais en fait, je pense qu'on est trop dans son truc. Des fois, on oublie de penser ce qui se passe chez nous. Et, euh, et donc, par exemple, cette année, je me suis beaucoup concentrée sur cette situation-là et à quel point des fois on a des mots qui nous viennent dans une langue ou dans une autre, et en fait, et ça nous vient parce que ce mot il a plus de sens pour nous dans une langue ou dans une autre. Donc, par exemple, en anglais, il y a des mots qu'on ne va pas retrouver en français avec la même signification. Et du coup, on réfléchit un peu à savoir
on a deux langues à son actif et du coup on a aussi notre cerveau qui s'ouvre aussi à d'autres significations, à d'autres sens. Est-ce que notre sensibilité s'ouvre pas plus aussi parce qu'on arrive des fois avec un mot ou un autre à être plus précis sur ce qu'on veut dire. Donc ça c'est des choses aussi qui me sont un peu apparues après coup parce que voilà, encore une fois j'ai réussi à me détacher un peu des recherches aussi sur des élèves que j'ai pu rencontrer cette année. Donc, vu que je suis à Vénissieux, il y a quand même énormément d'élèves qui évoluent dans un milieu bilingue. La plupart, voilà, quand même, parlent arabe ou turc à la maison. C'est les plus grosses populations, quand même, sur Vénissieux. Mais il y a d'autres aussi nationalités. Par exemple, à l'école, cette année, il y a une élève georgienne qui est arrivée. Et son enseignante était un peu toute perdue parce que même là, sur la fin de l'année, il y a plein de choses qu'elle n'arrive pas à faire. Et donc toutes les deux, on a un peu fait des recherches sur cette langue-là et on s'est rendu compte qu'en fait, en géorgien, par exemple, il n'y avait pas de suffixe ou de préfixe. Et du coup, on s'est dit, oui, mais en fait, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'elle n'arrive pas à comprendre parce que nous, on a un mot et on va pouvoir dire son contraire en mettant un préfixe et eux, non, c'est un autre mot. Et du coup, enfin, voilà, c'est un peu en chantier là-haut, mais du coup, il y a plein de questions qui naissent comme ça sur se dire voilà, est-ce que à l'école on pense vraiment à toutes ces choses-là aussi quand on enseigne, parce qu'on a tendance à être un peu, on s'oriente vers le français parce qu'il faut apprendre le français, donc on essaie de trouver des solutions à ça pour les élèves qui sont nouveaux arrivants. Et, euh, et des fois, si on se concentre bien à regarder aussi la langue d'origine, parce qu'on ne les connaît pas toutes non plus, enfin, un géorgien, donc on a dit ça, enfin, on ne connaît pas tous des gens géorgiens qui peuvent nous aiguiller. Et en fait, quand on s'est rendu compte de ça, ça a un peu fait tilt. On s'est dit, oui, mais ici, il faut qu'on approche les choses différemment. Il ne faut pas qu'on mette. Bah là, c'était sur cette leçon-là, mais on s'est dit, il ne faut pas qu'on mette les mots ensemble, il faut qu'on les sépare, comme s'ils avaient chacun un sens différent. Et en fait, après, c'est rentré. Ou la ponctuation chez les élèves asiatiques, ça, c'est quelque chose qui. Voilà, c'est difficile pour eux. Euh, Donc du coup, toutes les recherches que j'ai fait l'an dernier, elles me servent vraiment parce que je suis beaucoup plus sensible dans ma pratique quotidienne à toutes ces questions-là. Et j'ai envie de m'y intéresser. Donc du coup, ça éveille aussi beaucoup d'autres questions et beaucoup d'autres envies aussi. Et du coup, bon ça je l'ai déjà un peu expliqué ce que je faisais cette année. Mais ouais, voilà, c'est ça que je voulais expliquer un peu aujourd'hui, c'est que j'ai mis en place dans ma classe plusieurs petites choses, pas en m'inspirant, mais par rapport aux recherches que j'ai fait l'an dernier. J'avais envie un peu d'utiliser quand même le fait que beaucoup d'élèves aient un bagage bilingue, qui en a quand même énormément là, sur ma classe, ils sont les trois quarts à savoir parler une autre langue. Ils ne la maîtrisent pas forcément, bon, la plupart c'est l'arabe, ils ne maîtrisent pas forcément, mais ils savent le parler avec leur tante, des fois avec leurs parents. J'ai une élève dans ma classe comorienne qui, elle, ne parle pas français du tout à la maison. Et du coup, ces questions, elles se sont assez vite posées dès le début de l'année, savoir comment est-ce que je pouvais utiliser ça. Et comment est-ce que je pouvais aussi, des fois, remédier à certaines difficultés en utilisant ce levier-là. J'ai pas trouvé tout de suite, mais il y a une chose que j'ai mis en place qui était plutôt intéressante, c'est qu'on a un protocole de lecture particulier sur Vénissieux où on fonctionne par atelier, par besoin. Donc on a 4 groupes dans chaque classe. Ça tourne sur toute la semaine. Il y a un groupe avec l'enseignant, un groupe avec le maître sup. Et ils travaillent par niveau de lecture pour justement rentrer plus facilement dans la lecture parce qu'ils sont par petits groupes, maximum 6-7. Et donc au début, on faisait une rotation par groupe de besoins, donc ceux qui étaient petits lecteurs, ceux qui étaient déjà rentrés dans la lecture, et pour certains, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, on a changé, on a fait des groupes, on a fait un groupe d'élèves qui, on le sentait, n'arrivaient pas du tout à rentrer dans la lecture, dans l'écriture, à fusionner les sons. Et on s'est rendu compte que ces élèves-là, c'était des élèves qui ne parlaient pas forcément français à la maison. Donc, je ne sais pas si ça avait un lien,
Certainement, l'explication, c'est que peut-être les parents ne pouvaient pas les faire lire à la maison, tout simplement. Et du coup, on a mis en place la méthode Borel-Maisonnit, qui est une méthode qui était à la base pour des élèves sourds, mais c'est une méthode de phonétique gestuelle. Donc un son est associé à un geste. Et du coup, je me suis rendu compte que ça marchait quand même très bien pour des élèves qui avaient du mal à rentrer dans la lecture, qui avaient du mal à rentrer dans les sons, parce que tous les sons ne sont pas, par exemple, le on et le en, la grande majorité l'entendaient pareil. Et donc là, de passer par le geste, ça permettait aussi de gommer quelques difficultés et de les faire rentrer dans la lecture sans forcément passer par le travail à la maison, puis aussi il ne fallait pas culpabiliser les parents qui ne les faisaient pas lire parce qu'ils ne parlaient pas français, etc. Et du coup, on a fait ça sur une grosse partie de l'année, et là, on l'a arrêté il y a 3 semaines à peu près, et maintenant, ils font les ateliers avec les autres de la même façon, juste avec son, fusionner les sons. Et donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, j'aurais peut-être pas pensé à tout ça si j'avais pas pu faire ces recherches l'an dernier. Et ça a marché, donc je sais pas si c'était parce qu'ils parlaient une autre langue à la maison, mais en tout cas, assez rapidement, j'ai voulu quand même trouver une solution pour eux, et ça a fonctionné. Et je pense que j'ai un peu fait le tour de la question. Est-ce que j'avais mis... Ah bah non, voilà, c'était ça. Ah si, voilà, juste aussi cette année, il y a des Roms qui sont arrivés dans l'école, et du coup je les prends... Enfin, on fait un échange de services avec les collègues, et c'est moi qui les prends pour l'apprentissage de la lecture et pour des petits ateliers d'apprentissage du français aussi, vu que j'avais eu pendant quelques temps une clean il y a 2 ans. J'étais bien motivée pour refaire ça. Merci beaucoup. Bravo. Alors, j'imagine qu'il y a des questions ou... Je faisais des cantines à un certain moment, et puis c'était la maternelle, et il y avait une petite fille qui venait d'Algérie. C'était en moyenne section, elle rentrait directement en moyenne section. Elle était toujours dans son coin, je suis allée vers elle, je lui ai parlé l'arabe. Elle était toute contente. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu restes toute seule ici au lieu de jouer avec les camarades? Elle m'a dit, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Même si je comprends, je ne peux pas leur parler. Je lui ai dit, tu vas commencer par les gestes. Tu donnes une balle, ou tu la reprends, ou tu la demandes. Et puis tu verras qu'après, ça va venir petit à petit. Elle l'a fait. Petit à petit, elle était d'abord avec 2 petites filles. Puis après, elle est rentrée dans le groupe. Puis elle s'est mise à passer aussi avec les enfants, en parlant, je ne sais pas quoi, dans les toboggans, les machins comme ça, tous les jeux. Et vers la fin de l'année, moi je faisais les cantines seulement, et vers la fin de l'année, je continuais là-bas, j'ai rencontré sa maman, et je lui ai dit comment ça se passe. Elle me dit, elle ne me parle plus l'arabe. Je lui parle d'arabe, elle me répond en français. Donc la petite fille, cet univers-là, c'était son univers ludique, les enfants, c'était ça sa socialisation. Donc elle était plus motivée à apprendre le français que de continuer à parler l'arabe avec sa maman. Et donc j'ai fait des recherches après, j'ai interrogé des mamans à la sortie de l'école maternelle, j'ai 2 petits-enfants à Francheville, plus des amis qui sont installés ici depuis pas longtemps, qui ont eu des enfants ici. Eh bien, pour tous, c'est la même chose. Les enfants ne répondent qu'en français, même s'ils comprennent l'arabe, si les parents s'adressent à eux en arabe, ils ne répondent qu'en français. Et quand les parents disent pourquoi tu réponds qu'en français, les enfants disent c'est plus facile. C'est extraordinaire quand même. Mais je crois que c'est parce que, en fait, l'univers des enfants, c'est le jeu, et ils sont plus motivés par cette langue du jeu, plutôt que à la maison, ils comprennent ce que dit la maman, ou la tante, ou quelque chose comme ça. Et ils répondent en français. Les grands-parents, ça parle l'arabe à la maison, mais l'enfant ne répond qu'en français. Et en fait,
systématiquement, j'ai demandé, même il y avait une maman iranienne, deux mamans iraniennes, une autre, c'est quel pays syrienne, je ne sais pas. C'était la même chose. Les enfants ne répondaient qu'en français. Ils refusaient de répondre. C'est même pas vraiment un refus, mais pour eux, c'était plus naturel de répondre en français plutôt que d'utiliser leur langue maternelle. Par contre, j'ai beaucoup de connaissances d'amis, de jeunes couples, etc., bilingues, algériennes, comme nous sommes tous en Algérie. Eh bien, leurs enfants qui sont nés ici ne parlent pas du tout l'arabe, ne savent même pas, même si les parents essaient de leur parler l'arabe, ils ne parlent pas, d'ailleurs, ils n'entendent pas les sons de l'arabe. Vous parliez tout à l'heure de la distinction entre un et on. C'est vrai que ça, en arabe, il n'y a pratiquement pas de nasal. Et donc, ces enfants-là ne parlent pas, même pas un mot peut-être comme ça en rigolant. Et mes petits-enfants, c'est pareil. Leur maman est française, langue maternelle français. Ils me demandent par une petite curiosité d'enfant, comment on dit telle chose, parce qu'ils m'entendent parler à leur père, qui est bilingue, c'est mon fils. Donc ils me disent, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu as dit à papa, etc. Puis je leur sors un, deux, trois mots comme ça, et ils me demandent le sens, puis ça s'arrête là. De temps en temps, ils me disent, tu te rappelles, mamie, tu as dit tel mot, comment on le dit, etc. Et sinon, ils ne sont pas motivés du tout par la langue arabe. Et ça, je me suis posé la question, c'est j'ai interrogé des gens qui sont d'origine italienne, des élèves que j'ai eu en cours particulier qui sont de grands-parents et parents d'origine espagnole. Et systématiquement, ces enfants-là parlaient les deux langues, aussi bien le français que l'espagnol ou l'italien. C'était bon bilingue, bien que nés ici. Mais ils allaient régulièrement au pays des grands-parents et ils pratiquaient. Et c'est pour cette raison que je me suis posé la question, moi ici c'est mon travail, est-ce que, si vous voulez, un unilinguisme institutionnel, c'est la langue française et c'est tout. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que on s'oriente vers une langue métissée, par exemple le français avec insertion d'emprunt à l'arabe, ce que font tous les jeunes aujourd'hui. C'est l'inverse en Algérie. Dans l'arabe, on introduit le français, une espèce de langue de parler bilingue. Ça s'appelle parler bilingue, mais pour moi, c'est un parler bilingue, étant donné que ce n'est pas véritablement. Il y a asymétrie. Excusez-moi. Oui, on va passer la parole à d'autres personnes parce que sinon on n'aura pas beaucoup de temps pour faire le tour. Nadine, tu m'entends? Oui, c'est sur un autre point. D'abord, merci pour ton intervention. J'ai beaucoup apprécié. Et c'est plutôt sur une petite question sur, tu dis, de l'expérience que j'ai eue de ma recherche, maintenant j'ai une approche sensible des langues des élèves. Et tu as expliqué, donc pour le cas de cette enfant géorgienne, et souvent on entend dire que dans les classes, les enseignants disent, oui, mais on ne peut pas parler toutes les langues des élèves. Moi, je suis d'accord, effectivement, mais c'est comme si ne pas parler, on ne peut pas s'intéresser à toutes les langues des élèves. Est-ce que, finalement, ce que j'ai compris dans votre démarche avec ta collègue, c'est au moment où ça coince, on a été chercher, vous êtes allé chercher pourquoi ça coinçait. C'est ça donc, et cette démarche, est-ce qu'elle était très coûteuse ou est-ce que si elle s'inscrit dans la professionnalité de l'enseignant, finalement elle est... Qu'est-ce que tu... Bon, ça n'a pas du tout... Non, justement, ça n'a pas du tout été un problème parce que... Donc cette élève, elle n'est pas dans ma classe. Oui. La classe d'une collègue. Après, non, ça n'a pas été coûteux du tout parce que, encore une fois, ces problématiques-là, tout le monde sait à peu près que moi je m'y intéresse. Donc, quand elle est venue me trouver, au contraire, c'était plutôt un plaisir d'ailleurs d'aller rechercher est-ce que ça coince parce qu'elle ne parle pas français ou est-ce que ça coince pour autre chose, parce que ça pourrait être autre chose aussi. Mais non, et au contraire, ça a été enrichissant pour nous deux, enfin, toutes les deux. Alors, pas coûteux en termes d'efforts, mais pour en trouver. Je veux dire, est-ce que ça peut, de ton point de vue, s'intégrer facilement dans ce qu'on dit le geste professionnel de l'enseignant?
C'est-à-dire que, Mm. par exemple, d'aller chercher le géorgien, de savoir que le géorgien, il n'y a pas de préfixe et de suffixe, est-ce que ça a été, même si ça vous a passionné, intéressé, Mm. mais est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été... Ça n'a pas été très très dur à trouver. C'est la page Wikipédia. On a commencé par là, bien sûr. Bien C'est sûr. tous pareil. Ouais, après, on a rencontré une femme géorgienne et qui, elle aussi, elle est un peu intéressée par les questions de langue, etc. Qui, elle, parle français aussi. Et du coup, qui nous avait dit, le plus dur, quand moi je suis arrivée en France, c'était cette histoire de... Il n'y a pas de suffixe, pas de préfixe. Donc, c'est ah oui, ben, effectivement, pour tout ce qui est grammaire, la construction des mots, etc. Et donc, elle nous avait parlé de plein de choses comme ça qui étaient différentes sur la langue. Et après, on avait rencontré la mère, qui parlait français un petit peu, et qui nous disait qu'elle aussi a rencontré beaucoup de difficultés pour comprendre certains mots. Et donc après, on a fait le lien. C'était quand même une démarche. Il y a eu, oui, bah c'est... Après, bah, j'ai envie de dire, c'est aussi un peu notre boulot, quoi. Enfin, on fait bien ces recherches pour des... On fait ces recherches pour des élèves qui ont des difficultés en maths, on trouve du matériel, etc. Donc en fait, ça prend pas beaucoup plus de temps, c'est pas beaucoup plus coûteux en termes d'investissement professionnel que pour un autre élève qui est en grande difficulté sur d'autres domaines, en fait. Enfin, j'ai pas trouvé ça plus coûteux que pour... c'est une différenciation, en fait. Et